confidentiel. Donc on est très heureux de recevoir ce soir dans le cadre de rencontre Laurent Cantet. Donc toujours le même principe de nos rencontres, de mettre en avant, de profiter de la sortie d'un film pour mettre en avant voilà, le travail d'un réalisateur et puis parler du film. On va parler une trentaine de minutes et puis on montrera un petit extrait. Puis il y aura la dédicace pour ceux qui achèteront le DVD. Donc l'atelier de Laurent Cantet vient de sortir en DVD chez Blackout. Merci à l'éditeur. Mais avant de parler du film, moi j'aime bien parler aussi, faire le lien avec la boutique et puis parler de cinéma. Rapidement, Laurent Cantet, donc, fait partie de ceux qui, je lis une maîtrise d'audiovisuel, puis l'IDEC, donc c'est cette génération au début des années 80, où vous liez d'amitié avec Dominique Moll, Vincent Diéchy, Gilles Marchand, donc c'est cette génération-là de cinéastes. Pour rappel, bon voilà, vous avez eu la Palme d'Or pour Entre les Murs au Festival de Cannes, et au niveau de votre filmographie, à gros traits, parce que c'est des DVD qu'on a, mais en 2000, Ressources humaines, 2001, L'emploi du temps. Moi, je vous avais découvert avec L'emploi du temps, ça avait été un vrai choc de cinéma pour moi, et j'avais suivi après, vers le sud, de 2005, avec Charlotte Rampling, on en reparlera, 2008, Entre les Murs, 2013, Foxfire, Confession d'un gang de filles, 2014, Retour à Ithac, et 2017, L'Atelier. Donc. Mais en première question, déjà le souvenir d'une première image de film ou d'un premier rapport au cinéma qui peut remonter loin, voilà. Ah oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a, je pense, l'image la plus forte et qui est liée aussi à une espèce d'intimité très étrange, que mes parents en fait étaient inscrits dans un petit village, et à l'époque il y avait encore des ciné-clubs, et donc une fois par mois il y avait un ciné-club organisé dans la classe, et la maison où j'habitais touchait à la classe. On y descendait par un escalier, on arrivait dans l'école. Et donc il y avait d'abord ce cérémonial de l'installation du projecteur 16 mm une fois par mois comme ça, et qui me faisait déjà pas mal d'effets, quoi, cette machine étrange qu'on installait derrière une porte où on avait découpé une petite fenêtre pour... Et puis il y a un soir où on m'a dit, ah ben non, ce soir tu vas pas pouvoir venir au ciné-club. Alors ça m'agaçait beaucoup, et du coup au bout d'un moment je suis descendu de ma chambre et passé dans le couloir à côté du projecteur et regardé par la petite lucarne du chemin, et c'était Nuit et brouillard. Ah oui, d'accord. Et d'un seul coup, j'ai vu ces images, et je devais avoir 7 ans, quoi. Et je me suis mis à pleurer et à hurler. Et là, j'ai le souvenir de la porte qui s'est ouverte, ma mère qui est venue me prendre dans les bras et m'a recouché en essayant de me... Et ça reste une image comme ça je pense le premier souvenir de cinéma que je peux conserver. Après, il y a eu non, mais déjà, 7 ans de Nuit au brouillard, même quand on est adulte. Ça n'a pas duré longtemps. Je pense que j'ai dû voir quelques images seulement, et il y a eu ce bouleversement total, et puis l'impression qu'en plus c'était des images vraies, quoi. Il y avait quelque chose d'évidemment tellement réel, tellement réel, et en même temps tellement impensable et inimaginable, surtout pour un gamin de 7 ans, que je pense que ça a été un moment assez... Mais il y avait déjà une curiosité pour toute cette mise en scène, le projecteur, la salle de cinéma en elle-même. Oui, et puis c'est dans la petite ville, juste à côté de ce petit village, il y avait un cinéma municipal, et c'est vrai que là aussi... on traînait dans les coulisses, quoi, et que c'était quelque chose qui me touchait, quoi. Et ça s'est poursuivi, il y a eu quelque chose Non, après j'ai comme beaucoup de jeunes gens provinciaux vivant dans des petites villes, une grande partie de ma culture cinématographique
s'est faite grâce à la télé et grâce à Claude Jean-Philippe le vendredi soir et Brion le dimanche soir en particulier, quoi. Je pense que c'était une espèce de rituel là aussi où tous les dimanches, tous les samedis soirs et tous les dimanches soirs, je voyais un film, mais comme j'allais au cinéma, quoi. C'est-à-dire que c'était dans la même avec la même attention et des premiers, comment dire, encore une fois, des premiers chocs, peut-être des visages de comédiens, de comédiennes, peut-être déjà imaginés qui étaient derrière la caméra ou pas du tout. Oui, enfin, je pense que je ne pensais pas du tout à ces termes-là. Je me rappelle par exemple, avoir vu Le Mépris, c'est pour ça aussi que je l'ai mis sur la table dans mes sélections. J'ai vu Le Mépris à la télé, mais sur une télé noir et blanc. Ah oui, en plus, voir Le Mépris en noir et blanc. Je devais avoir 10-11 ans, et je comprenais rien à ce qui se passait. Mais j'avais juste l'impression qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se produisait sur un écran, quoi. Et que le cinéma, ça pouvait être ça aussi, quoi. Et après, bon, bien sûr, je l'ai revu au cinéma, en couleur. Mais je crois que le choc que j'ai éprouvé face à cette petite télé noir et blanc, il était déjà à peu près comparable à celui qu'on peut éprouver en le découvrant sur un grand écran, quoi. C'est pour ça que là, l'histoire de la télévision qui détruit les films. Moi, je suis pas très sensible à ça. J'ai un peu l'impression que, évidemment, je préfère aller voir un film au cinéma qu'évidemment, mais j'ai tellement découvert de choses grâce à un petit écran comme ça que... Mais c'est pas incompatible, ceci dit. Et c'est pas incompatible, bien sûr. L'un nourrit l'autre, et puis aujourd'hui... Oui, non, mais c'est Godard qui parlait de vagues reproductions quand on regardait un film à la télé. Moi, je n'arrive pas à avoir ce refus-là, quoi. Quand vous êtes arrivé, vous avez fait l'IDEC parce que c'était une opportunité qui se présentait là, c'était des rencontres, c'était une envie, comment ça se passe? C'était, alors, je ne sais même pas exactement. C'est-à-dire que s'il y avait une envie de faire des films, sûrement. Et en même temps, le sentiment que c'était tellement impossible que je pense que j'ai passé le concours de l'IDEC en me disant bon voilà, ce sera fait et puis on n'en parlera plus, je n'aurai pas de regrets, quoi. Et j'ai l'impression que c'est quand même là que tout s'est décidé et tout s'est joué. C'est-à-dire que pendant 3 ans, et c'est ça le grand luxe aussi d'une école de cinéma, c'est que pendant 3 ans, on ne fait que ça, on le fait assez impunément par ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut faire des expériences qui marchent ou qui ne marchent pas, et puis surtout j'y ai rencontré plein de gens qui sont restés depuis mes collaborateurs les plus proches, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'émulation comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une génération, moi ça fonctionne comme ça par vague, où il y a des générations qui se trouvent en affinité, en amitié, en collaboration. Là, ça dépassait même pas la promotion, presque. Les 25. Enfin, moi, les gens avec qui je travaille, ils étaient avec moi dans les couloirs et dans les cours, quoi. Après, oui, je pense qu'il y a des liens évidents entre les quelques groupes qui se sont créés à ce moment-là. Enfin, je pense que d'ailleurs un des dénominateurs communs, ça a été Arte. Et ça a été Pierre Chevalier qui a, à travers ses collections, a mis plein de jeunes cinéastes sur les rails, et en créant justement des ponts entre leurs C'était quoi? C'était une programmation? Pierre Chevalier, c'était le directeur de la fiction sur Arte, et qui a fait, en particulier, qui a produit toutes les séries comme Tous les garçons et les filles de leur âge, qui a produit... alors moi, je l'ai rencontré parce que Hauecourt m'avait proposé de réfléchir à un des épisodes d'une collection comme ça qui s'appelait 2000 vues par, dont j'avais fait un volet. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu 5 ou 6 collections comme ça qui ont permis à des jeunes cinéastes de faire leur premier film, quoi. Même si c'était effectivement pour la télévision, on les faisait exactement avec la même liberté, aucun formatage. Enfin, et je pense que ça a été quelqu'un de très très important pour nous tous, pour cette génération.
Quand est-ce que, dès que vous êtes à l'IDEC, vous dites que vous voulez faire des films, ou vous dites, tiens, tel poste, vous vous projetez pas immédiatement avec cette casquette-là de réalisateur, ou ça vous paraît évident au bout d'un moment de vouloir raconter vos histoires ou de voir les filmer tout Non, ça me paraît pas évident du tout, au point que, comme j'avais fait pas mal de photos avant, j'étais plutôt attiré par la prise de vue, et que, alors je faisais mes films parce qu'on était tous à la fois amenés à faire chacun la prise de vue, c'est-à-dire le cadrage, le cadre, la lumière, la lumière, oui. Et puis j'étais sur les films des copains souvent à ce poste-là, quoi. Ce qui m'a permis, d'ailleurs, en sortant de l'IDEC, de commencer par faire comme ça l'image de quelques courts-métrages, de quelques documentaires, avec l'impression que ça me plaisait suffisamment pour remplir ma vie, sauf que c'était tellement stressant pour moi qu'au bout d'un moment... D'accord. Après quelques aventures pas terribles, j'ai un petit peu abandonné. Et surtout, ça m'a laissé le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis sorti de l'IDEC, je devais avoir 24 ans, 24-25 ans. Et je pense que je ne savais pas exactement ce que je voulais raconter, ou surtout comment je voulais le raconter. Et que j'avais besoin de continuer à mûrir un peu, à réfléchir sans réfléchir trop. Enfin. Et là, il y a eu 5 ou 6 ans pendant lesquels... si j'écrivais des scénarios de courts-métrages que je déchirais au bout de quelques jours. Il m'a fallu ce temps de maturation pour ne serait-ce qu'avoir suffisamment confiance en ce que j'avais écrit pour le faire lire à quelqu'un, quoi. Et en même temps, j'ai l'impression que dans l'écriture du scénario, c'est aussi des histoires de collaboration. Ça arrive vite aussi. C'est très vite devenu ça. Alors, entre-temps, il y a eu un épisode qui là aussi a été très très formateur pour moi. C'est que en sortant de l'IDEC, avec justement Vincent Dietchi, Gilles Marchand, Dominique Moll, Thomas Bardinet, on a créé une société de production qui au départ devait faire des courts-métrages et qui fonctionnait un petit peu comme on fonctionnait quand on était étudiant, c'est-à-dire qu'on travaillait tous ensemble, on tournait aux différents postes en fonction de nos disponibilités. Et là aussi, ma petite famille de cinéma s'est vraiment constituée à ce moment-là, s'est prolongée à ce moment-là, et je pense que sans cette expérience-là et sans ces gens qui m'ont entouré. Vous souteniez les uns les autres. Voilà, mais sans ça, je suis pas sûr que j'aurais franchi le pas un jour, quoi. Dans les histoires, ce temps de maturation, et en même temps, il y a ce temps de maturation, mais en même temps, il y a des histoires que vous avez envie de raconter, mais quelque chose qui est très ancré quand même, où des personnages sont assez forts, mais très ancrés dans un social, dans quelque chose d'une réalité sociale. C'est tout de suite. Enfin, c'est quelque chose qui me constitue aussi. C'est-à-dire que je pense que il y a un questionnement sur la société, voilà, sur sans être militant. C'est vrai que je me sens de toute façon interpellé par ce qui se déroule autour de moi, interpellé par les injustices, par la difficulté à exister dans un monde quel qu'il soit, quoi. Et c'est vrai que la plupart de mes films posent des questions à ce sujet-là, quoi. Sans forcément y répondre d'ailleurs, parce que j'ai pas de réponse, quoi, malheureusement. Ce serait bien, mais et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un film qui se déroulerait hors de tout contexte social et le plus concret possible, quoi. Mais ce qui est intéressant, par exemple, Ressources humaines, où c'est l'histoire d'un fils qui retourne qui est embauché dans l'entreprise de son père, et on se rend compte que progressivement, le poste auquel il est nommé, la boîte dans laquelle il est va se mettre en place un plan social ou quelque chose de ce ordre-là. Donc on est quand même dans une actualité, c'est en 2000 et on est en 2018, et on
est plus que jamais dans ces problématiques-là. Comment ça, c'est pas de ma faute. Si l'histoire bégait. Non, mais, comment l'humain résiste ou pas, ou est en tous les cas, c'est vrai que à chaque fois que je fais un film, j'essaye d'éviter d'en faire un traité de sociologie, et que ce qui m'intéresse, c'est la façon dont l'intime des personnages va être façonné par le monde dans lequel il vit, par les histoires qu'il va être amené à regarder en face, comme ça. Et c'est vrai que même quand les films sont très politiques, j'ai l'impression que c'est une politique un peu à la première personne. C'est comment comment le personnage va réagir face à quelque chose. Après, ces personnages, je ne leur donne pas toujours raison, je ne les juge pas non plus, et j'essaye juste de voir comment ils vont se dépêtrer d'un... Est-ce qu'ils sont déterminés, ces personnages? Il y a la notion quand même d'un déterminisme social. Il y a un déterminisme social qui m'est souvent reproché, d'ailleurs, parce que ça donne souvent lieu à des conclusions assez pessimistes. C'est-à-dire que rarement mes personnages arrivent à échapper à ce déterminisme-là. Après, j'ai quand même toujours l'espoir que les personnages ne sont pas que des représentants, que des outils d'un discours ou d'un porte-parole. J'essaye toujours de leur laisser suffisamment d'espace dans ce que j'écris, dans ce que je tourne, pour qu'ils existent à part entière en tant qu'individus, et que ce soit ces individus qu'on ait envie de regarder et de suivre, quoi. Moi, encore une fois, j'avais rencontré votre cinéma avec l'emploi du temps, ce fait divers incroyable d'un homme dont j'ai oublié le nom, mais qui Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman, voilà, qui tous les matins se levait, allait au travail, mais n'en avait pas, et mentait à sa famille, rentrait le soir, et c'était le personnage était campé par Aurélien Recoing, qui était remarquable, quoi, dans ce film. C'était totalement effrayant, mais on le voyait aller de aire d'autoroute en aire d'autoroute, et puis prendre un badge et faire comme si... il y a, encore une fois, on est dans une actualité, dans une injonction comme ça à être dans le marché du travail, et dans cette honte-là d'être... je trouve que oui, alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit contresens aussi par rapport à ce que moi ce qui est dit dans le film, c'est que le personnage abandonne un travail qu'il a, dans lequel il ne se reconnaît pas, quoi. Donc c'est pas une victime du chômage, c'est lui qui décide que ça suffit, quoi. Faire semblant d'être heureux au milieu dans un milieu comme ça qui ne l'intéresse pas, qui ne lui ressemble pas, et il essaye d'échapper à ça en s'inventant une nouvelle vie, quoi. Mais n'empêche que la réflexion que ça pose sur le travail et sur la façon dont le travail et notre façon de parler, va nous définir comme ça, me semble être encore, peut-être encore plus forte aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'effectivement la communication, mais la communication qui commence par l'image qu'on donne de soi-même, est de plus en plus envahissante et de plus en plus contraignante, quoi. Je ne vais pas faire tous les films, on va en venir à l'atelier, mais c'est vrai que je parle des films aussi qui sont ancrés dans la société dans laquelle on vit. J'avais beaucoup aimé aussi Vers le Sud, avec Charles Rampling, qui était adapté de nouvelles, je crois, ou de deux nouvelles de Dany Laferrière, un auteur haïtien. Oui. Voilà, cette femme qui allait en vacances en Haïti, une sorte de tourisme, ce qui pouvait ressembler à une sorte de tourisme un peu sexuel, clairement sexuel, et ces rapports-là avec du Nord et du Sud, quoi. C'était là aussi comment, à travers une histoire très très intime de ces femmes, on suit trois femmes en fait, trois femmes qui n'arrivent plus à aimer ou à être aimées aux États-Unis ou au Canada, et qui vont essayer de
retrouver quelque chose qui ressemble à l'amour dans les bras d'un jeune homme, d'un jeune homme en particulier haïtien. Et c'est vrai qu'à travers cette histoire très intime, où on parle de désir féminin, où on parle j'espère aussi qu'on traite de quelque chose qui ressemble au rapport Nord-Sud et que la colonisation est là en filigrane. Ouais. Et c'est souvent un petit peu comme ça que j'espère réussir à aborder les choses. C'est toujours un petit peu en loose day, quoi. Que les sujets les plus forts apparaissent presque entre les lignes, quoi. Oui, moi j'ai un souvenir de la cruauté des réactions, des blessures, de ce qui peut paraître être. Il y a une sorte de vernis comme ça, légèrement romantique ou de désir, et en même temps on est dans des choses, dans des rapports de force. Il y a beaucoup de violence dans les rapports amoureux. Et dans les rapports, dans ces rapports de classe, presque. Donc, tous ces films, on les a, sauf Ressources Humaines, mais tous vos films sont à la boutique, on les a en DVD, et on les conseille régulièrement. J'en viens à l'Atelier, qui est un film qui parle. Parlez-nous de la genèse, je ne sais pas, mais d'où vient ce film? Il y avait quand même une actualité forte qui vous a donné envie de faire. Alors, la genèse, elle remonte d'abord à une première étape qui a eu lieu il y a 20 ans. Ou avec Robin Campillo, donc avec depuis toujours je travaille, c'est-à-dire qu'il a coécrit la plupart de mes films, il a monté la plupart de mes films aussi. Robin Campillo, je rappelle, 120 battements par minute et Eastern Boys. Eastern Boys, et un autre film que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Revenants, qui est à l'origine de la série. Que je n'ai pas. Et donc Robin, il y a 20 ans, avait monté un sujet pour une émission qui s'appelait Qu'est-ce qu'elle dit Zazie? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission littéraire qui faisait des reportages comme ça sur des faits littéraires. Alors ça pouvait être des rencontres avec des écrivains, mais ça pouvait être aussi un salon ou là un atelier d'écriture qui se déroulait à La Ciotat. C'était juste après, pendant que je montais entre les ressources humaines, donc, où le rapport de ce jeune homme à cette classe ouvrière que représentaient ses parents était un peu esquissé, quoi. Et j'avais l'impression qu'en allant regarder un atelier d'écriture qui se déroulait à La Ciotat, où on demandait à des jeunes gens d'écrire un roman policier qui avait pour cadre le chantier naval et sa fermeture, pouvait justement nous permettre d'aborder la question du rapport des jeunes gens de l'époque à cette classe ouvrière qui avait perdu un petit peu de son importance, et puis surtout de sa fierté. Et on avait commencé à écrire quelque chose, et l'atelier d'écriture était le dispositif qu'on avait choisi parce que ça nous permettait justement d'envisager assez facilement des confrontations, des discussions, une forme plus éclatée que si on avait suivi un personnage. Et puis, l'idée de l'emploi du temps s'est imposée et on a oublié ce projet-là jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. Et où j'ai eu envie, mais c'était justement après les premiers attentats, de me demander comment on pouvait avoir 20 ans aujourd'hui, quoi. Quelle place on laissait aux jeunes gens aujourd'hui dans un monde aussi complexe, aussi violent, aussi clivé aussi que le nôtre. Et puis il y avait cette espèce d'injonction au vivre ensemble qui me semblait être évidemment une très très belle idée, mais qui me semblait être une injonction, justement. Oui. Et j'ai eu envie comme ça de recréer un groupe
et de les écouter un petit peu nous parler de leur vie, de leur espoir, de leur ennui, de la violence à laquelle ils font face, la violence qu'ils ont en eux pour certains. Enfin, et l'idée de l'atelier d'écriture est ressortie et on a commencé à y réfléchir avec Robin à nouveau et progressivement, je pense que ce qu'on n'avait pas trouvé la fois d'avant, enfin il y a 20 ans, et qui est justement de la façon dont tout ce qui se dit et se joue autour de la table de l'atelier peut résonner dans une histoire plus intime. Donc l'histoire entre Olivia, l'écrivaine qui vient animer l'atelier, et un des jeunes gens. Je ne sais pas si vous avez... Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une écrivaine parisienne qui va à La Ciotat faire un atelier d'écriture et qui a autour d'elle un groupe d'adolescents qui est assez... où il y a des jeunes filles, des jeunes hommes d'origine... un noir, un arabe, un jeune blanc de la France d'aujourd'hui. Oui, je pense que le groupe est assez représentatif surtout des jeunes qui sont en insertion. Là, cet atelier il y a 20 ans, avait été mis en place par l'agence, pas l'agence, comment ça s'appelle, la mission locale, qui est donc effectivement l'agence pour l'emploi des jeunes. Et c'est vrai que le groupe ressemblait assez à celui que j'ai trouvé là. Et dans ce groupe-là, il y a un jeune homme qui s'appelle Antoine et qui est un peu en marge du groupe, où on sent bien que c'est une voix un peu dissonante. Il ne parle pas énormément, mais quand il parle, c'est assez percutant. C'est celui qui résiste le plus à l'idée de l'atelier, à l'idée du travail en groupe, de la confrontation d'idées, et en même temps, c'est celui qui contribue le plus. Quelque part. Et c'est en ça qui me touche assez, c'est-à-dire qu'il est dans une résistance aux autres, mais surtout à lui-même. Oui. On continue à raconter ou... Non. Mais qui n'a pas vu le film? Ah, vous n'avez pas vu le film, donc d'accord. Donc on va peut-être pas plus raconter. Mais en tous les cas, le jour où j'ai compris que j'avais trouvé un sujet de film, parce que c'est une phase comme ça qui est souvent très longue chez moi, qui est de tester une idée et puis de réaliser au bout de quelques semaines que non, quoi, soit que ça ne m'intéresse pas ou que ça ne m'intéressera pas pendant les 3 ans ou 4 ans que je vais devoir y consacrer. Enfin, et là, j'ai eu l'impression un jour de trouver le film, le jour où je me suis dit que l'envie de fiction qu'Antoine véhicule tout le temps, puisqu'il est celui qui va essayer de tirer le roman qu'ils sont en train d'écrire vers une fiction la plus américaine possible, que cette envie de fiction pouvait contaminer le film et amener la fiction au film. Et là, d'un seul coup, ça m'a paru évident que le film allait exister, quoi. C'est un film qui interroge aussi qu'est-ce que c'est la création, la liberté de création, l'inspiration aussi, je trouve. Les limites, s'il faut en mettre. On parle souvent de ça, effectivement, dans le film. Oui, alors que c'est justement un lieu où on pourrait imaginer que ça pourrait être un lieu de liberté, justement, où on pourrait tout dire, où on pourrait tout raconter. Et cet atelier-là est intéressant parce que c'est comme une sorte de révélateur aussi des positionnements, des fantasmes, des espoirs aussi de chacun et de chacune. Oui, c'est comme ça c'est vraiment ce qui m'intéressait dans l'idée du dispositif. C'était à la fois de confronter les idées et puis de se dire qu'à travers ces confrontations, on allait pouvoir peut-être les uns et les autres grandir un tout petit peu, quoi. Et puis c'était aussi explorer le regard que des jeunes gens qui n'ont pas un rapport évident ni à l'art, ni à la culture, ni à la création, pouvaient entretenir avec tout ça. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces questions sur ce qu'on peut se permettre d'écrire, ce qu'on peut se permettre de vivre, cette différence qu'il y a entre la vraie vie et l'écriture. Est-ce qu'il faut penser, vivre, est-ce qu'il faut éprouver quelque chose pour être capable de l'exprimer, c'est toutes les questions qu'à mon avis, tout romancier ou tout scénariste se pose à un moment ou un autre, effectivement.
Le choix des comédiens, c'est à l'écriture déjà, Marina Foïs était présente ou pas du tout, ou vous pensiez à quelqu'un d'autre ou, Non, Marina n'était pas présente à l'écriture. Au départ, j'avais envie de reprendre le schéma de l'atelier d'il y a 20 ans, où la romancière, en plus d'être l'autre monde pour ces jeunes gens, arrivait de l'étranger et avait un accent, et du coup j'avais envie de creuser ce fossé entre eux et elle. Et du coup, pendant très longtemps, je pensais à une actrice étrangère. J'ai fait quelques essais avec des actrices étrangères, et j'ai compris que la langue, le maniement parfait de la langue était absolument indispensable pour faire le poids face à l'énergie des joutes qu'elle allait devoir gérer tout le long de l'atelier. Et du coup, il m'a semblé évident que l'idée était certainement séduisante, mais peut-être pas très bonne, quoi. Et dès que j'ai changé de point de vue, du coup, c'est vrai que j'ai pensé à Marina Foïs, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je la connaissais un petit peu et que je savais l'énergie dont elle était capable, et que j'avais l'impression que c'était ce dont j'avais besoin, qu'elle était capable aussi de rajouter de l'humour là où peut-être il était difficile d'en mettre. Je savais aussi qu'elle était très connue par les jeunes qu'elle allait rencontrer, parce qu'ils l'ont vue dans toutes les comédies qu'elle a faites. Ils l'ont vue dans Police beaucoup. Enfin, bon, donc ça me permettait aussi de jouer dans la réalité du casting, ce que j'espérais trouver, c'est-à-dire que cette distance entre ces deux mondes qui se font face, elle me semblait être donnée presque d'avance. Sauf que Marina est très très communicative, et qu'elle a passé quelques jours à essayer de comprendre qui était qui, et puis très rapidement il y a une intimité qui est née entre eux. Ils se sont énormément parlé, ils se sont énormément amusés ensemble aussi, et du coup ce fossé, il a fallu le fabriquer un petit peu pendant tout le tournage. Ils sont devenus trop amis, un tout petit peu trop. Parfois il fallait que je tape sur la table entre les prises en disant bon allez, on arrête les discussions, on va bosser un petit peu, quoi. On va passer un extrait du film, un moment un peu chaud, une sorte d'algarade comme ça, où, disons qu'un moment de l'atelier où alors le moment que vous allez voir fait suite à la lecture d'un texte par Antoine. Et c'est la description une description d'un texte assez bien écrit et qui est assez prenant, mais qui est assez violent. Et ce qu'on va voir, c'est plutôt le moment d'après, c'est-à-dire les réactions à la lecture de ce texte. Je trouve la scène évidemment très très riche où il y a beaucoup de questions, peut-être pas peu de réponses quelque part, mais il y a une croisée de points de vue et de susceptibilité que je trouve très très riche et très dynamique, et qui peut. Moi, ce qui m'intéresse en la revoyant là avec un petit peu de recul, c'est en fait tout ce qui échappe un peu au discours. C'est-à-dire, c'est effectivement la susceptibilité de Fadi qui, alors que elle parle et vous les autres, d'un seul coup réagit, attends, on a un prénom, et c'est toutes les choses comme ça qui ressortent, et dont on se dit qu'elles sont inscrites très 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 profond chez ces jeunes gens, quoi. Et puis il y a plein de choses qui sont vraiment nées de tout le travail de préparation qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire que moi j'ai écrit un scénario, mais ce scénario il est d'abord écrit de manière assez littéraire. Les dialogues ne sont pas du tout. J'essaye pas d'induire une façon de dire les choses qui seraient celles d'un jeune homme vivant à La Ciotat, et que je ne
connais pas assez pour. Du coup, ça a été nourri de beaucoup de. Et on a travaillé pendant 3 semaines avant le tournage en improvisant sur chaque scène, en approchant de plus en plus du texte, mais surtout en nourrissant le texte d'éléments que eux amènent. Et là, il y a un moment où, oui, c'est toute la discussion du début sur, ça fait, moi, qu'on le veuille ou non, ils ont réussi à me faire peur. Ça, c'est sorti au cours d'une discussion. Et puis le coup de sang aussi entre Antoine et non, ça c'était quand même très écrit. Oui. D'accord. Mais c'est pas la guerre, c'est pas ici, c'est en Syrie. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont sorties de ces moments d'improvisation qui sont venus évidemment nourrir le scénario, quoi. Et puis ce qui m'intéresse aussi là, c'est de sentir, et je trouve que Marina, elle est assez impressionnante dans la façon dont elle est totalement impuissante d'abord à gérer l'emportement des uns et des autres, mais surtout impuissante à trouver une façon de raccrocher les wagons et de faire que ce qui est en train de se passer là devienne presque un moment de réflexion sur la littérature. Et on sent qu'elle force les choses et qu'en face, ça marche pas. Bah oui, ça prend pas. Ouais. Mais c'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est de... Oui. Oui, bah, tant mieux. Contrairement, j'ai juste ressenti qu'elle parvenait à créer quelque chose à travers le chaos ambiant, qu'elle parvenait justement à remettre tous ces jeunes gens. Ouais, elle n'arrive pas, en tous les cas, elle n'arrive pas à avoir le dernier mot, quoi. Non, puisque effectivement, et puis la remarque de Fadi qui lui dit, vous savez bien que c'est pas le texte, c'est pas son texte le problème. D'un seul coup, vient relativiser aussi tous ces efforts de pédagogue, si on veut. Ouais. Peut-être. Ouais. Mais j'ai pas senti une chose aussi tranchée en tout cas. Après, ça fonctionnait pas. Je trouvais que. En tous les cas, moi, ce qui me touche là aussi, c'est la façon très très. Elle est très émue par tout ce qui se passe là, et j'ai l'impression qu'elle découvre aussi cet autre monde. Comme eux vont la découvrir aussi, quoi. Mais j'ai l'impression surtout qu'elle est très séduite aussi par le texte d'Antoine, mais qu'elle a du mal à le masquer aussi. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elle est... Elle est attirée, et puis le film va, mais par ce qui est du domaine de la création, mais dans tout ce qu'il y a d'incertain, dans des zones très très grises, quoi. Et c'est là qu'elle a envie d'aller quelque part, mais elle a le réel et la réalité de ce qu'est cette jeunesse qui lui revient à travers le visage. Et elle doit avoir un discours moral quelque part, en disant c'est bien ce que tu écris, le style est bien, mais c'est pas bien ce que tu dis. Et évidemment que personne, lui au moins Antoine n'est pas dupe de ça, quoi. Je trouve que c'est... Bon, à vous, je vais faire passer le micro si vous avez des questions à poser à Laurent Cantet. Pour ceux qui ont vu le film, ou que ça peut être sur d'autres, n'hésitez pas, profitez-en. Non, alors là, on a vu un des aspects du film, qui est la partie atelier, justement, où un certain nombre de choses sont dites. Après, moi, ce film-là, tel qu'on l'a vu ici, on peut se dire, c'est un entre les murs bis. Ah non, pas du tout. Et moi, c'est vrai que j'avais plutôt en tête, à l'époque où on le faisait, l'emploi du temps. Oui. Dans cette espèce de dérive d'un personnage, dans un rapport aussi beaucoup plus atmosphérique à un paysage, enfin des choses comme ça qui me renvoyaient beaucoup à ce qu'on avait fait dans l'emploi du temps. Oui, tout à fait. Et puis effectivement l'intimité qui va s'installer difficilement entre eux. Mais c'est vrai que je ne suis pas étonné que vous écriviez avec Robin Campillo aussi, parce que je trouve évidemment qu'il y a des parentés dans la façon de traiter les personnages, et cette façon, oui, un peu atmosphérique, sensorielle, des moments comme ça où on est dans le corps dans le corps et la tête du personnage. Il y a quelque chose qui me paraît très, très raccord. Il y a quelque chose aussi qui
ramène peut-être entre les murs, mais et qui est un principe presque de construction qui me plaît bien. C'est partir de quelque chose qui ressemble le plus possible presque à du documentaire. C'est-à-dire qu'on a un groupe face à nous, on apprend à les connaître à travers quelques petites réflexions, et puis progressivement on va tirer un fil qui va être le fil Antoine. Et ce fil-là va nous amener à une histoire qui va progressivement se centrer sur lui, mais comme ça, à partir d'une espèce de vivier d'histoires possibles, et en choisir une au milieu de tout ça, c'est quelque chose qui me donne envie d'écrire, quoi. C'est l'écriture, l'écriture pour moi étant peut-être au départ une espèce de pas de prétexte, mais en tous les cas de choses qui va rendre la confrontation d'idées possible et même nécessaire, quoi. Mais l'écriture est pas oui, c'est pas un prétexte, mais presque. Oui, enfin non, parce qu'en même temps, c'est quand même comment est-ce qu'on pense le monde et comment est-ce qu'on va essayer de le décrire, quoi. Oui. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a énormément touché à la fin du tournage. Un des jeunes m'a dit qu'il y avait passé le meilleur été de sa vie, donc déjà ça fait très plaisir. Mais surtout, il m'a dit, voilà, jamais j'avais réfléchi et parlé autant que ça. Jamais. Quand on est avec les copains, on raconte des conneries, on se vanne, et là, d'un seul coup, pendant 2 mois, on s'est mis à penser tous ensemble, quoi. Mais penser au film, penser à ce qu'on était en train de raconter, aux répercussions que ça a sur... Voilà. Et c'est vrai que ça me semble être comme ça, à l'échelle d'un tournage, ce qu'on peut attendre de l'écriture, de la... Mais Non, mais alors c'est vrai qu'il y a une chose, je ne vais pas raconter la fin, mais que à partir du moment où Antoine réussit à mettre les mots justes sur son mal-être et sur sa difficulté à trouver sa place dans tout ça, il a déjà réglé une grande partie de ses problèmes. Et c'est vrai que ça passe par le mot, ça passe par par l'écriture aussi. Mais je trouve intéressant aussi dans toute la question de l'atelier, comment chacun raconte une histoire et a envie de raconter une histoire et peut-être pas une autre, et livre de quelque chose de ce qu'il est aussi, c'est-à-dire et quelque chose de fragile. C'est-à-dire que même si cet Antoine va livrer quelque chose mais on sent qu'il s'expose, même avec ce pas de côté, avec ses mots, avec cette parade-là, il y a quelque chose et on y tient. C'est quelque chose qu'on a envie de défendre. C'est pas une histoire comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je trouve assez moi, fort. J'espère qu'on a le sentiment qu'ils sont tous assez impliqués dans... Mais dans les confrontations d'histoire, parce qu'il y a le moment de l'atelier où on dit quelle histoire on raconte. Bah non, le meurtrier, il sera, je sais pas, arabe, ou un ancien ouvrier, ou je sais pas quoi. Voilà. Et chacun tient à quelque chose de fort. Non, moi j'ai pas envie d'aller dans cette direction. Et je trouve que ça pose une belle question par rapport à la création collective aussi, où on s'associe à quelque chose. Je pense que c'est un exercice un peu voué à l'échec que d'écrire un roman à 14 mains. Enfin, il y a quelque chose de... Mais effectivement, enfin, moi, ce qui me plaisait, c'est que... Comment ? Oui, un scénario, c'était plus facile parce qu'il y a mieux encore que... Oui, mais je pense que ça se voit aussi. Non, mais pour certains, non, c'est-à-dire qu'il y a des mécaniques qui sont huilées, qui sont très intéressantes, mais moi je sais pas ce que oui, non, mais c'est ça. Je pense que quand on écrit à si nombreux que ça, moi, ce qui m'intéresse dans la coécriture avec Robin Campillo, par exemple, c'est que d'abord, j'y arrive parce qu'on est très amis,
qu'on travaille ensemble depuis 20 ans, que on se comprend à demi-mot, que si je devais travailler avec quelqu'un que je ne connais pas, et j'ai l'impression qu'effectivement j'arriverai à des choses beaucoup plus mécaniques, parce que là on accepte l'un et l'autre de prendre ce type de risque, de se dire bon allez, ça passera un petit peu en force, mais ça passera. Oui. Mais d'ailleurs, le postulat de départ, il est né de l'expérience réelle, donc il y a 20 ans, où ils ont effectivement écrit un roman qui a été édité, bon, qui n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais où on sent que voilà, qu'il y a eu en tous les cas énormément de projections de leur part, quoi. J'ai une petite question, moi, par rapport aux intentions, en tout cas, de où, en fait, cet atelier démarre. On ne sait pas exactement vers où il va aller. Et je trouve que ce qui est intéressant par rapport à Entre les murs, c'est que aujourd'hui, un atelier d'écriture à La Ciotat, dans un contexte désindustrialisé, on se rend compte que même les questions en fait de la fermeture des ouvriers concernent plus trop cette génération. Et moi, j'ai eu le sentiment que dans ce film, c'était comme si en fait vous introduisiez une nouvelle forme de violence sociale dans ces jeunes qui n'est plus du tout en fait théorisée. Où d'ailleurs, il y a la tentation des extrêmes, mais même de l'extrême droite qui est présente. Et du coup, c'est comme si les vieilles discussions idéologiques des différences sociales, aujourd'hui, avaient atteint un niveau de complexité tout autre, mais que le malaise est peut-être la même source et qu'il faut essayer de le comprendre aussi, et ça met mal à l'aise. Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez cherché à... Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que les clivages très idéologiques auxquels on a pu être les uns et les autres peut-être sujets ne se présentent plus comme ça aujourd'hui, et que ce qui m'intéressait, c'était aussi de mettre face à face ces deux générations. La génération d'Olivia, qui justement, elle, a encore un regard presque historique sur le monde, et capable de sentir que ce serait bien d'aller fouiller dans l'histoire du chantier pour écrire l'histoire, par exemple, et des jeunes, et en particulier Antoine, qui refusent ça, et pour qui le rapport au monde, il est dans une espèce d'immédiateté totale qui le renvoie souvent à de l'ennui, parce que justement cette relation, elle n'est pas très épanouissante pour lui, et j'ai l'impression, mais pour avoir aussi fait le casting pendant pas mal de temps et rencontré plusieurs centaines de jeunes gens, qu'ils sont nombreux d'abord à ne pas du tout savoir ce qu'ils vont faire de leur vie, qu'ils sont nombreux à ne pas savoir, à ne pas avoir beaucoup de perspectives ni professionnelles ni de vie, parce que voilà, ils font un petit boulot pendant quelques jours, ils vont vendre des glaces pendant l'été sur la plage, ils vont faire de l'intérim pendant un petit moment, mais qui ne se projettent dans rien de tout ça, quoi. Et que l'ennui qui en découle et l'absence de dynamique que ça produit, évidemment ouvre la porte à tous les extrémismes, parce que quand quelqu'un, de quelque bord qu'il soit, vient vers vous et que vous vous ennuyez beaucoup et que vous avez l'impression de ne pas compter dans tout ça, vient vous dire viens avec moi, et puis là tu verras, tu auras un rôle à jouer, tu vas exister. Voilà, c'est... Ouais, je trouve que le personnage et puis le comédien est très très bien casté, de Mathieu Lucci, c'est ça? Mathieu Lucci, parce qu'on arrive à ce point-là de non-sens, mais où il l'observe, où il quelque part, c'est un gamin intelligent, c'est-à-dire qu'il le questionne, il le questionne, et je trouve que la résolution est très fictionnelle pour le coup, et assez belle et assez
est très émouvante, quoi, en fait. Hein. Moi, je trouve que le personnage est vraiment... je ne parle pas de la fin, mais je trouve que le sorte de catharsis comme ça est vraiment, voilà, sans dévoiler le film, mais vraiment réussi, quoi. Voilà. Je trouve aussi. Bon, peut-être une dernière question ou on peut s'arrêter là tranquillement? Ok, d'accord. Pour le casting, comment vous avez fait? Comment vous avez trouvé les gens du Sud? Oh. Oui, alors j'ai proposé à ma fille, qui a à peu près l'âge, un tout petit peu plus âgée peut-être que certains, mais encore non, pas tout à fait, de faire le casting pour moi. Et elle a passé pas mal de temps à La Ciotat d'abord, puis en élargissant un peu à Marseille pour compléter le casting. Et elle est allée dans tous les lieux où elle avait des chances de rencontrer des jeunes, quoi, en leur proposant juste de venir faire un casting. Et le casting, pour moi, c'était de réunir 3 ou 4 personnes ensemble et leur proposer une petite situation d'improvisation et sentir comment ils se sortaient de tout ça. Et l'histoire assez amusante, c'est que le premier soir où elle s'y est mise, ou le deuxième soir où elle était là-bas, et moi je n'étais pas encore à La Ciotat, elle m'a appelé en me disant, bon, écoute, je crois que j'ai trouvé Antoine. Et là, j'ai dit, bon, écoute, je sais que tu es très forte, mais continue quand même. Et elle m'a envoyé une petite vidéo de Mathieu. Et effectivement, j'ai été assez vite séduit. Et puis après, j'ai revu Mathieu plusieurs fois, on allait de plus en plus loin et à chaque fois, je mettais en doute le truc parce que ça avait été trop facile, quoi. Et je l'ai laissé comme ça dans une espèce d'attente pendant des mois avant de lui dire, bon, allez, c'est toi. Et c'est vrai que le premier jour, je pense que j'aurais pu le dire, quoi. Non, Mathieu, on l'a rencontré devant le lycée de La Ciotat. Il était en train de fumer sa cigarette entre 2 cours. Certains avaient fait des tout petits rôles dans des courts-métrages. Une des filles avait joué dans un petit rôle comme ça aussi dans Corniche Kennedy de Cabrera. Mais bon. La plupart étaient pour la première fois sur un plateau. Oui. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé, même pendant le casting, puisqu'à chaque fois que je trouvais quelqu'un qui m'intéressait, je demandais à ceux que j'avais déjà vaguement pressentis avant de venir pour voir comment le groupe allait fonctionner. Et chaque fois, ça me donnait l'occasion de leur proposer des nouvelles improvisations, des nouveaux trucs pour juste entendre leur façon de parler, pour capter leur énergie, voir comment ils se comportaient, puis récupérer 3 phrases de dialogue aussi au hasard de ce qui se passait, quoi. Et puis ensuite, on a eu cette répétition de 3 semaines qui a précédé le tournage et qui a été à la fois des répétitions, mais aussi beaucoup de discussions. On a parlé des journées entières du film, de chaque scène, enfin... Voilà. Les projets, est-ce qu'il y a des choses qui sont... Quelle question déplacée. Non, mais voilà, on peut en parler. Le problème, c'est que là, je suis justement dans cette phase où j'essaie de m'assurer que l'idée que je commence à entrevoir sera la bonne. Donc bon, il y a des choses à parler encore. D'accord. Et dernier bon film que vous êtes allé voir au cinéma, peut-être, ou qui vous a beaucoup plu Ah oui, Tess Nota. Ah d'accord, ok, je n'ai pas vu encore. Tess Nota, comment la vie, une vie étroite. Une vie à l'étroit, oui. D'accord, ok. Qui est un film qui m'a assez bouleversé, même s'il y a un truc dans le film que j'ai du mal à pardonner au réalisateur, mais bon. Okay. Et puis dans un genre très différent, peut-être Phantom Thread. Ah bah oui, Paul Thomas Anderson, voilà. qui est magnifique. Ok, il y a votre sélection des DVD qui est sur la table, et puis si vous voulez bien, allez dédicacer le DVD pour ceux qui l'ont acheté. Merci à tous d'être venus et merci beaucoup Laurent Cantet.